Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment atteindre le niveau sub 10 au Rubik's Cube 3×3. Alors, ça sera probablement le tutoriel le plus avancé concernant la méthode Friedrich sur ma chaîne, mais c'est pas pour ça que ça va être le plus compliqué. Dans cette vidéo, ce sera beaucoup de compilations d'idées, de conseils et de méthodes d'apprentissage pour atteindre le niveau sub 10. Par contre, il ne faut pas espérer, en sortant de cette vidéo, que vous soyez d'un coup sub 10. Ce sera plutôt, comme je l'ai dit, des conseils et des méthodes d'apprentissage pour savoir quoi pratiquer en particulier dans votre résolution pour espérer atteindre le niveau sub 10. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi et attendu pour faire cette vidéo, parce que je voulais attendre bien sûr d'avoir le niveau sub 10 confortablement, et parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, tout d'abord, on dit souvent, oui, pour passer sub 10, il faut pratiquer. Alors, c'est vrai, il faut pratiquer, mais il faut également pratiquer de manière intelligente. C'est-à-dire que si on pratique, on fait peut-être 200 AVG, 200 solves par jour, et qu'on est à le niveau sub 12, mais qu'on n'essaye pas vraiment de comprendre pourquoi on ne progresse pas, on risque de stagner. Ça m'est arrivé, j'ai stagné au niveau sub 12 pendant très longtemps, et il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas, comment s'améliorer, et tout ça, et c'est ce que je vais essayer de faire, entre autres, dans cette vidéo. Donc cette vidéo, je vais la séparer en deux parties. Dans la première partie, on va reprendre toute la méthode Friedrich CFOP en partant de la croix. Donc on va beaucoup parler de la croix, je vais vous montrer quelques trucs. Ensuite on fera la transition croix F de L, on fera les F de L, ça sera la grosse partie de cette vidéo, les F de L. Ensuite bien sûr la transition F de L OLL, les OLL, les finger tricks, l'exécution, tout ça, la reconnaissance. Et ensuite transition OLL PLL et enfin les PLL. Dans tout ça je vous parlerai également du look ahead à avoir pour chaque étape. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on parlera de choses des choses plus spécifiques qui ne concernent pas forcément la méthode, mais plutôt l'exécution. Donc on parlera des finger tricks, on parlera du style de cubing, on parlera du cube à avoir, et on parlera encore du look ahead, bien sûr. Voilà, donc on peut tout de suite commencer la première partie, qui est la croix. Alors, si vous avez un niveau plutôt avancé au Rubik's Cube, je dirais sub 15 voire plus, vous savez faire votre croix très rapidement, vers le bas bien sûr, et vous la faites en moyenne en dessous de 8 mouvements, 9 mouvements presque à chaque fois. Ça c'est très bien, c'est la base de la base, et je vais partir du principe que ça c'est acquis. Maintenant on va voir comment rendre sa croix efficace. Alors il y a deux trucs qu'il va bien falloir essayer de faire. Le premier ça va être sur l'inspection, et le deuxième sur la transition croix F de L. Au niveau de l'inspection, pour rendre sa croix efficace et la faire en moins d'une seconde, voire en moins de 0,7 secondes, il faut essayer d'être capable de la prédire entièrement à l'inspection. C'est-à-dire à l'inspection, vous regardez votre cube pendant 15 secondes, moins normalement, parce que on va dire 12, et vous êtes capable de résoudre votre croix, dans l'idéal, les yeux fermés. Donc c'est-à-dire, voilà, je regarde, je ferme mes yeux, et ma croix est résolue. Si vous n'êtes pas encore capable de faire ça, entraînez-vous. C'est très facile de s'entraîner à faire ça. Ça prend une AVG12 de résolution de croix à faire, et c'est plutôt rapide. Une fois que vous savez faire ça, essayez de l'utiliser à chaque solve et d'être capable de faire votre croix presque les yeux fermés. Si vous savez faire ça, vous pouvez suivre les pièces, parce que vous n'avez pas besoin de regarder ce que vous faites lorsque vous faites votre croix. Vous pouvez donc regarder les autres pièces du cube pour savoir un peu où est-ce qu'elles vont atterrir une fois que votre croix sera finie. Donc voilà, ça c'est pour l'inspection. Alors bien sûr, si vous pouvez réussir à faire, en plus de votre croix et votre première F de L, d'avoir réussi à prédire tout ça rien que dans l'inspection, ce serait encore mieux. Mais c'est très compliqué. Si vous arrivez à prédire toute votre croix lors de l'inspection et d'être capable de la résoudre les yeux fermés, c'est déjà super. Je dirais que c'est un des meilleurs exercices d'entraînement à faire, c'est de faire l'inspection d'un cube mélangé, se bander les yeux et résoudre la croix les yeux fermés. Ok, voilà.
Maintenant, on va passer au niveau très rapidement, hein, je veux dire, je rentre pas dans les détails de la résolution de la croix absolument parce que pour on va dire que la croix, elle est directement reliée à la transition croix F2L. Donc la deuxième étape de l'explication de comment améliorer sa croix, ça va être directement dans l'explication de comment bien faire la transition. Il y a un truc qu'il faut comprendre lorsqu'on résout sa croix, lorsqu'on commence une résolution de Rubik's Cube, que moi j'ai mis du temps à comprendre, pour être honnête. C'est Victor Collin, en regardant les exemples résolution de Victor Collin, que j'ai vraiment compris ça. C'est pas parce qu'on fait la croix la plus rapide et en moins de mouvements possible que ça veut dire que c'est forcément le plus rapide à faire au final. Parce que, imaginons, j'ai une croix très compliquée, avec toutes les pièces à droite à gauche, et il y a un moyen, disons, il y a un moyen très rapide de le faire. Par contre, ça nécessite de faire des mouvements B, F, D, R, U, et un petit peu bouger toutes les tranches presque en même temps, et déplacer plein de pièces très rapidement et de manière compliquée. Ça, c'est pas forcément idéal, parce que ça va pas du tout nous permettre de prédire notre première paire. Donc, pour certaines résolutions de croix, je conseille de garder une résolution de croix facile et qui va par contre permettre de bien prédire notre première paire. Alors, je vais tout de suite illustrer ça. Ce cas juste ici, moi, je partirai en faisant, enfin, pas moi, mais avant, on va dire, si je voulais faire une résolution de croix la plus optimisée et la faire en moins de mouvements possible, je partirai en faisant peut-être... d'ailleurs, elle est compliquée celle-là. Je ferai peut-être R, U, B, B', R, F, comme ça. Ça, c'est pas du tout idéal pour notre Lookahead. Donc là, par exemple, pour cette croix ici, je vais essayer de faire quelque chose, de garder quelque chose de, entre guillemets, visible, et d'essayer de traquer les pièces aux alentours et de traquer soit un coin, soit une arête, soit une paire carrément, pour voir où est-ce qu'elle va atterrir. Alors, ici, au lieu de faire un truc compliqué, je peux garder les choses en R, U, L, donc éviter de faire des B, des F, ou... ouais, éviter de faire des B surtout, et donc de garder les choses visibles, donc c'est-à-dire devant nous. Alors, ici, je ferai comme ça. Et là, ben, j'ai déjà cette paire, donc je peux faire du free FOP et essayer de la résoudre en premier, l'insérer, et ensuite finir ma croix après. Je vais continuer de faire quelques exemples comme ça. Là, ce que j'ai utilisé juste avant, ça s'appelle du free FOP, c'est-à-dire qu'on peut insérer sa première paire sans avoir vraiment fini notre croix. Ça peut arriver des fois. Voilà. Alors, je tiens quand même à préciser que ce que je suis en train de vous montrer là, c'est pas tout le temps. Hein. Des fois, la croix, elle sera vraiment directe et vous l'aurez vue de manière directe et il n'y aura aucune question à vous poser et vous la ferez comme vous avez l'habitude de faire. Mais peut-être 2 fois dans un AVG12, ça sera peut-être plus simple au final de faire une croix peut-être un tout petit peu plus longue, mais plus simple pour mieux traquer l'agencement des pièces, donc des premières paires. Alors, ici, pour cette croix, c'est un exemple parfait. Pour cette croix juste ici, vous voyez qu'elle est compliquée. C'est-à-dire qu'il faudrait réussir à faire ici un F2, ensuite un L, pour placer ça et ensuite s'occuper du vert. Ou alors, on peut décider de faire les choses de manière simple et de décider de mettre cette pièce. Bon, là, ça me fait une X-cross, mais on va dire que c'est pas ça qui est important. De placer ça là, de descendre ça, de descendre ça, de descendre ça. Et là, bim, pour ça, ça m'a permis de le traquer directement. J'enchaîne avec ça, et hop, finish. Voilà. Je vous conseille de regarder les exemples de résolution de Victor Collin. Il a fait énormément d'exemples de résolution sur sa chaîne parce que lui, il maîtrise vraiment ça. Moi, je le maîtrise moins bien que lui, mais
être capable, de temps en temps bien sûr, hein, c'est absolument pas tout le temps, c'est juste un conseil que je vous donne pour quelquefois, être capable de faire des croix plus simples pour mieux traquer certaines paires. Pour ce qui est de traquer certaines pièces lors de la croix, comme j'ai dit juste avant, vous devez être absolument capable de résoudre votre croix de manière machinale, donc c'est-à-dire sans avoir besoin de regarder chaque pièce de la croix, pour être capable de traquer les pièces. Et pour traquer les pièces, je ne suis pas encore rentré dans les détails de comment traquer les pièces, y a une méthode qui marche très bien. Alexandre Carlier il fait ça, Félix Zemdegs il disait qu'il faisait ça, ça s'appelle corner tracking. Donc tout simplement on va garder un œil sur un coin qu'on a choisi et auquel on trouve qu'il risque de pas trop bouger lors de l'exécution de la croix. Alors je vais vous donner un exemple du corner tracking. Par exemple, déjà on va pas essayer de traquer un coin qui va se retrouver sur la face du bas, surtout pas. Ceux-là, on les élimine. On ne va pas traquer les coins qui risquent de se retrouver sur la face du bas parce qu'ils peuvent se retrouver à l'opposé et ça va être très compliqué. Il faut traquer un coin auquel on sait qu'il ne va pas se retrouver parmi les 4 coins de notre face D. Alors, pour cette croix, bon, qui est assez facile, on va essayer de traquer ce coin-là. Alors, ce coin-là, pendant l'inspection, je sais où il est, mais surtout, d'abord, ce que je fais pendant l'inspection, c'est que je regarde mes 4 pièces de la croix et je commence à réfléchir comment je vais faire ma croix et je mémorise ça pour pouvoir la faire les yeux fermés ou de manière machinale, presque sans regarder les pièces. C'est ce que je fais et du coup, au lieu de regarder les pièces de la croix, je traque ce coin et je regarde où est-ce qu'il atterrit. Alors, il atterrit là, c'est pas idéal, mais c'est pas si mal non plus. Ça permet, si on va pas trop vite, de savoir que son arrêt est ici, donc de l'agencer comme ça, et ensuite de pouvoir l'insérer en 3 moves. Et voilà. C'était peut-être pas l'exemple le plus convaincant, mais ça vous donne une très bonne idée de comment faire du corner tracking. C'est pas forcément la méthode pour vous, c'est pas la méthode que j'utilise pour traquer mes pièces. Moi, je fais plutôt au feeling et j'essaie de trouver soit l'arête, soit le coin qui risque de se retrouver au meilleur endroit, ou alors je décide de faire ma croix lentement pour avoir le temps de décider quelle paire je vais faire en premier. C'est d'ailleurs le conseil le plus important que je peux vous donner. Essayez pas de faire votre croix le plus rapidement possible. Essayez plutôt de la faire de manière assez lente pour que vous puissiez traquer votre première paire. Mais voilà, le corner tracking, ça peut être une solution. Allez, dernier petit exemple de ce dont je vous viens de parler, c'est-à-dire faire sa croix de manière pas trop vite, c'est-à-dire maîtriser sa vitesse pour ne pas se perdre et pas faire une pause entre la croix et les F de L. Cette croix ici, alors au lieu de faire un... Oui, alors moi je vais la résoudre comme ça. Et je la fais pas trop vite, comme ça. Je sais que je vais résoudre cette paire en premier. Voilà. Prenez note de tous les petits conseils que je vous donne. Donc jusqu'ici, les conseils que je vous ai donnés, c'est être capable de résoudre votre croix entre guillemets les yeux fermés, donc de pouvoir la faire de manière machinale, et être capable de ne pas aller trop vite pour pouvoir traquer un coin ou votre premier paire et avoir le temps de décider quelle paire vous allez faire, et également des fois de faire une croix plus simple que la plus rapide pour, on va dire, voir quelque chose. Voilà. Donc ça c'était pour ce qui est la croix et la transition croix F de L. On va tout de suite passer dans les F de L. Ok, donc c'est parti. Voilà, deuxième partie de Friedrich. On va parler des F de L. Donc ça va être le gros de cette vidéo. Alors les F de L, je dirais que pour être sub 10, il y a un truc qu'il faut absolument maîtriser, c'est les F de L avancés. Alors les F de L avancés, si vous ne savez pas encore ce que c'est résoudre n'importe quel F de L de n'importe quel angle, dans l'idéal. Alors ça ne sera pas ça, bien sûr, mais j'ai fait des vidéos là-dessus que je vous mets en annotation, que je vous conseille de voir si vous ne les avez pas déjà vues. En gros, pour chaque cas d'F de L, je vais en prendre un en particulier, lui, l'idée ça va être de le résoudre différemment en fonction de quel angle, de quel angle on le voit. Si on le voit comme ça, on peut le résoudre de manière classique, comme ceci. Voilà. Mais si on le voit comme ça, on peut le résoudre comme ça.
Et de même manière, si on le voit comme ça, c'est-à-dire le slot où il doit aller et en bas à droite, on peut le résoudre comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que ça fait 3 cas différents pour le même cas, mais ça évite de faire un regrip. Et si on le voit comme ça, on peut le résoudre comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, je vous conseille d'aller voir mes vidéos. Alors, les vidéos que j'ai fait là-dedans, elles sont séparées les cas R et L, donc c'est-à-dire là où le coin blanc nous regarde, et les cas U, là où le coin blanc regarde vers le haut. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, parce que c'est de la méthode pure et j'ai fait des vidéos là-dessus. Je vais plutôt vous parler de, on va dire, comment s'améliorer au F2L et comment rendre ces F2L efficaces. Voilà, alors disons que vous maîtrisez les F2L avancés, que vous avez des bonnes F2L, c'est-à-dire qui sont en moyenne, en comptant la croix, en moins de 33 mouvements, et que vous dotez pour aucun de tous les cas. Si vous n'êtes pas sub 12, ça peut être pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la fluidité. Alors on dit souvent, ouais, la fluidité, machin, il faut être fluide, il faut être fluide. Alors oui, certes, il faut être fluide, mais il faut bien savoir ce que ça veut dire, fluide. Fluide, ça veut dire bien enchaîner les mouvements. Alors ça veut surtout pas dire aller le plus vite possible. Fluide, ça veut dire ne pas faire de pause entre des séquences de mouvements, donc c'est directement lié au look ahead. C'est pour ça que la résolution des F2L, c'est presque exclusivement du look ahead, c'est-à-dire ne pas faire de pause. Alors, la principale chose pour réussir à faire ça, c'est d'avoir un bon look ahead, donc il faut savoir maîtriser sa vitesse. J'en ai parlé pendant la croix, j'ai dit, si vous faites votre croix à toute vitesse, ça risque de servir à rien, parce qu'après, vous allez être bloqué lorsque vous allez arriver au F2L, parce que vous ne saurez pas par quoi commencer, parce que vous n'allez pas avoir le temps de voir ce qui se passe. Il y a un truc au F2L qu'il faut comprendre, et c'est presque la même idée que la croix, c'est que lorsqu'on fait une paire d'F2L, donc je vais résoudre celle-ci, là, la orange-verte. Lorsqu'on la fait, on s'est tellement entraîné, ça fait presque un an qu'on maîtrise Friedrich, voire beaucoup plus, cette paire, on peut la faire sans la regarder. Alors, au lieu de la regarder en la faisant, on va regarder, ou alors on va réfléchir à quelle paire on va faire ensuite. Si on est sûr qu'on va faire une paire en particulier ensuite, on va garder l'œil dessus. Par exemple, après cette paire, je sais que je vais faire la rouge-verte, juste après. Donc je regarde où est-ce que vont atterrir la rouge-verte après que je résous cette paire. Ça, c'est dans un premier temps. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas exécuter cette paire-là à toute vitesse. De 1, parce que en faisant ça, vous allez risque de faire un lock-up, et surtout parce qu'en faisant ça, vous allez avoir du mal à voir où est-ce que la paire suivante a atterri. Voilà, donc... mince, comment on fait ce cas déjà? Voilà, donc pour ce cas précis, je peux le résoudre de manière plus ou moins lente, et du coup, je sais que ça est là. Pareil pour celle-là, je peux résoudre cette paire sans avoir besoin de garder mes deux yeux dessus. Alors, je peux la résoudre presque de manière machinale, et je peux regarder déjà cette paire, et comment cette paire va s'agencer lorsque je fais celle-là. Donc, je fais celle-là. J'ai traqué celle-là, donc je sais que celle-là est comme ça. Du coup, je traque déjà celle-là. Et du coup, sans faire de pause, je peux enchaîner à la suivante. Et c'est comme ça, et de cette manière précise, que les très bons cubeurs sont capables de faire aucune pause entre les F2L. Voilà. C'est, on va dire, les plus importantes. Alors, ça rentre pas vraiment dans le cadre de la méthode, c'est plus la façon de faire et l'exécution. Voilà. Maintenant, il y a autre chose pour progresser. Bon, bah, ça, on vous l'a dit et redit. Pour progresser au F2L, il faut regarder des exemples de résolution. Il faut en regarder encore et encore et encore et encore. Mais pas tout du même cubeur. L'idéal, ça serait de connaître l'anglais. Comme ça, vous pouvez regarder des exemples de résolution de Mats Valk, de Felix Zemdegs, de J-Perm, de tous les bons cubeurs qu'il y a. Je vous en ferai une liste en description ou en commentaire. Et également des Français. Regardez les exemples de Victor Collin, les exemples d'Alexandre Carlier, les exemples de tous les bons cubeurs français, mes exemples de résolution. Et à partir de là, essayez de trouver des sortes de tips, des sortes de tricks pour certaines paires.
parce que des fois, il y aura plusieurs algos pour résoudre la même paire, et ça va être à vous de décider lequel vous avez envie d'utiliser. Donc ça, on en revient un peu au style de cubing. Des fois, vous allez préférer utiliser beaucoup de mouvements RU plutôt qu'un mouvement F, ou des fois, vous allez préférer faire une rotation et résoudre quelque chose plutôt que faire autre chose. Je vais vous donner un exemple. Voilà, cette paire ici. Cette paire-là, la orange-verte. Moi, ce que je fais quand je tombe sur cette paire-là, c'est que je fais une rotation et je fais 2 fois l'ascenseur. Il y a beaucoup de cubeurs qui sont bons avec la main gauche. Ils décident de faire un sledge et de résoudre cette paire ici. Alors, c'est pas une mauvaise idée, je peux pas vous dire lequel est mieux. Là, c'est en regardant des exemples de résolution, en jouant avec le cube tout seul, et voilà, en essayant de regarder le maximum de tutos, tips and tricks là-dessus, que vous allez pouvoir décider ce que vous préférez. Voilà. Donc, après, ça, c'est pour le style de cubing lors des F2L. Il y a plein de fois où vous allez être obligé de choisir entre plusieurs algos. Et des fois, par exemple, le premier cas d'F2L que je vous ai montré, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Eh bien, celui-ci, lorsqu'on est là, moi j'adore le faire, mais il y a plein de gens, ils détestent faire cet algo juste là. Alors, dans ce cas-là, au lieu de faire ce que je viens de vous montrer, il y a des gens qui vont préférer faire une rotation et le résoudre de manière classique. Voilà. Ok, ça c'est pour voilà, les F2L, comme je lis. Il y a autre chose dans les F2L qu'il va falloir voir, c'est toutes les extensions de Friedrich. Parce que vous vous doutez bien que si on reste à CFOP classique, bon, on n'est plus dans les années 90, il y a beaucoup de cubeurs très intelligents qui ont étendu la méthode Friedrich à d'autres choses, et donc dans les F2L, ça peut être très intéressant d'être capable de faire du CFOP non classique. Alors, le CFOP non classique, c'est par exemple être capable de faire du multislotting. Le multislotting, j'ai fait un tuto là-dessus il n'y a pas longtemps, je peux vous le mettre en annotation et je vous conseille d'aller le voir. C'est tout simplement résoudre plusieurs paires en même temps. Mais je dirais pas que c'est le truc absolument à savoir pour passer sub 10. Mais par contre, s'il y a bien un truc qu'il faut absolument maîtriser pour passer sub 10, c'est l'empty slot. L'empty slot, j'en ai parlé dans des vidéos astuces et dans certains exemples de résolution. J'essaie de vous mettre en annotation ou dans la description. Mais je vais vite fait vous réexpliquer ce que c'est, si vous ne savez pas ce que c'est. L'empty slot, c'est se servir des slots vides qu'il y a autour pour résoudre une paire plus rapidement. C'est extrêmement utile. Par exemple, je vais créer un cas. Ici, j'ai ce coin qui est bien placé, j'ai cette arête jusque là. Je vois que ici, là, ce slot juste à côté, il est vide. Alors, je vais le déplacer, amener le slot vide juste en dessous, insérer ce coin et remettre. Ça m'a fait ça m'a complété ce slot beaucoup plus rapidement que de manière classique. Voilà. Après, il y a les X-Cross qu'il faut plus ou moins maîtriser. Les X-Cross, si vous pouvez en faire 2 par AVG12, ça serait idéal. Pour les X-Cross, ce que je conseille, c'est de jouer avec le cube de manière très lente. Si l'X-Cross, elle fait plus de 12 mouvements, laissez tomber. Si elle est trop compliquée et qu'elle demande des mouvements B, D, F, R, U, tout à la fois, laissez tomber. Mais je vous conseille de regarder les exemples de résolution de Felix Zendegs parce qu'il fait des X-Cross qui sont absolument magnifiques. Mais là, il n'y a pas vraiment de secret. Vous pouvez vous entraîner au FMC, ça peut aider. Donc, vous entraînez à la méthode Petrus, par exemple. Mais sinon, principalement, ce qu'il va falloir faire, c'est s'entraîner doucement avec le cube et essayer de réfléchir comment on peut s'aider des blocs déjà construits ou comment on peut créer des blocs pour faire des X-Cross. Je vous fais un exemple très rapide, enfin 2 exemples très rapides de création d'X-Cross. Voilà. Ah bah, je suis tombé sur un mélange idéal. Vous voyez qu'ici, j'ai cette pièce qui est déjà coincée, qui est déjà placée, ce coin. Et j'ai l'arête correspondante qui va juste là. Je sais que si je fais un F2, et ben, l'arête correspondante, je peux l'amener ici. Ensuite, j'aurai juste à faire un R2 et à refaire mon F2. Et j'aurai construit tout ce bloc. C'est 3 mouvements et j'ai construit tout un bloc comme ça. Et les pièces restantes de la croix, elles sont faciles à mettre. R2D2. Voilà, comme dans Star Wars. Et ensuite, j'ai juste à finir F2R.
Et j'ai fait mon X-Cross juste ici. Et en plus, magnifique, avec une paire qui vient juste là. Voilà. Et une magnifique ZBLL. Il était beau ce solve. Voilà, donc, autre chose, je vous ai parlé du multislotting. Il y a quelque chose qui fait partie du multislotting, c'est être capable comment dire, de faire un cas d'F2L d'une manière plus ou moins spéciale pour qu'on ait un meilleur cas par la suite. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de comment faire ça, parce que j'explique tout ça très bien dans ma vidéo multislotting, mais en gros, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, mais ça, c'est bon à savoir. Félix l'utilise beaucoup, les meilleurs cubeurs mondiaux, donc c'est-à-dire le top 10 l'utilise beaucoup. C'est pas primordial pour passer sub 10, mais des fois, ça peut être intéressant de faire un cas plutôt qu'un autre pour avoir un meilleur cas pour l'FDL suivante. Voilà. Ok, par exemple. Voilà, bah là j'avais ça. Ici, j'aimerais résoudre ça, mais il y a cette paire juste avant. Donc, je peux la résoudre comme ça, mais ça me casse la paire que j'avais juste avant. Donc, je vais d'abord faire celle-là, et ensuite, je peux résoudre l'autre de manière encore plus rapide, et en plus, j'ai conservé la paire. Voilà. Ok, est-ce que c'est tout pour les F2L? Je crois que c'est tout pour les F2L. Enfin bon, voilà, ça fait beaucoup de conseils d'un coup. J'espère que vous avez pris note et que vous avez un peu tout fait. Mais voilà, si je peux me répéter, c'est regarder des exemples de résolution. Ah oui, et surtout un truc, essayez de voir lentement, de vous entraîner lentement et de voir de vous faire des exemples de résolution à vous-même où vous vous dites, tiens, voilà, là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voir en vous filmant, hein, si vous pouvez, si ça peut faire plus sérieux, et d'essayer de faire la meilleure chose possible au F2L. Vous faites ça encore et encore et encore et encore, et votre méthode, donc votre résolution de F2L, la manière dont vous les faites va forcément s'améliorer parce que vous aurez pris l'habitude de faire des choses un peu mieux. Alors, attention avec ça non plus. Moi, je suis tombé dans ce piège à un moment donné, donc de vouloir toujours faire la chose la plus belle et la chose la plus optimisée en le moins de mouvements. Ça va pas être tout le temps le mieux pour ce qui est des finger tricks. Par exemple, si vous devez faire... voilà, je fais la croix. Si vous devez faire ceci, c'est donc ça perd la rouge bleue, et ensuite vous savez que vous allez faire la rouge verte, et ben la manière optimisée de faire ça, ce serait d'essayer de tenter de faire un truc... Enfin bon, là je le fais mal, mais d'essayer de faire un truc joli, alors que au final, bon, bah, ça vous aura fait gagner un mouvement, et ça servira à rien. Voilà, essayez de garder les choses simples. C'est un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner lors des F2L. Gardez les choses simples. Faites-les avec rotation si possible. C'est bien de connaître les F2L à l'avancée, mais faites-les avec rotation si possible. Faites les F2L que vous préférez, plutôt qu'un algo qu'on vous a dit de faire. Et surtout, le mot à retenir de tout ça, c'est entraînez-vous à la fluidité. Donc, entraînez-vous au look ahead, maîtrisez votre vitesse, n'allez pas trop vite, donc essayez d'aller assez vite pour pouvoir prévoir ou du moins décider quelle paire vous allez faire après celle que vous venez de résoudre. Voilà. Pour le look ahead, j'allais dire, vous pouvez vous entraîner à un métronome pour savoir, on va dire, pour vous forcer à chercher les pièces, mais ça, c'est plutôt une méthode d'apprentissage. J'avais fait une vidéo sur le slow turning, donc je recommande de repasser au slow turning, c'est vraiment vous trouvez que vous êtes en train de stagner, donc vous repartez de zéro, et vous essayez de vraiment prendre votre cube et d'aller très lentement, mais de faire absolument aucune pause. Je vous conseille de re-regarder la vidéo de Valentin sur le slow turning à ce propos, donc peut-être de vous entraîner avec un métronome s'il faut, mais voilà. Si vraiment vous stagnez, ça peut être utile de repartir de zéro, faire une petite pause d'1 semaine dans le cube, repartir, refaire du slow turning, oublier ses mauvaises habitudes et repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est à peu près tout sur les F2L. Je reviendrai peut-être dans les F2L en fin de vidéo s'il y a quelques trucs qu'il faut dire.
Mais voilà, je rentre pas dans tous les tips and tricks à connaître absolument. Je vous ai parlé des 3 principaux trucs à avoir. Fluidité, F2L avancé, X cross empty slot. Et voilà. On va passer à la transition F2L OLL.